j'ai cédé mon entreprise. J'ai été aussi pendant longtemps auprès d'André Joie comme président du conseil de gestion d'ISABTP, donc je connais un peu l'école. Et comme j'ai voulu rester entrepreneur, j'ai repris 2 petites entreprises dans le domaine de l'ingénierie sanitaire dans les bâtiments, c'est-à-dire la qualité d'air, qualité d'eau, dans les bâtiments recevant du public. Je suis également et surtout aujourd'hui élu de ça fait du bruit là. Élu de la Chambre de commerce de Bordeaux et de la Chambre de commerce de région Aquitaine, et je m'occupe particulièrement dans cette institution consulaire de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Et c'est sur ce sujet que je voudrais m'exprimer, parce qu'on manque de jeunes diplômés dans les PME qui sont à céder, et Dieu sait s'il y en a beaucoup dans les années à venir. Très bien, donc Germain Gouranton, parcours particulier aussi. Bonjour à tous, donc Germain Gouranton. Moi je suis obsédé par l'entrepreneuriat depuis que je sais que ça existe, c'est-à-dire depuis pas si longtemps que ça, une dizaine d'années. Avant j'étais dans les grands groupes et je pensais que j'étais chef d'entreprise. J'en suis sorti il y a une dizaine d'années pour faire une création d'une activité dans le monde des énergies renouvelables, sur une niche en particulier qui sont des installations de production d'énergie solaire architecturale, des verrières par exemple. Et puis j'ai quelques activités effectivement comme mes voisins, parce que comme on a énormément de temps qui nous est laissé libre par l'entreprise, je m'occupe d'un club de hockey sur glace qui est vice-champion de France et qui est à Anglette à côté, la même ville dans laquelle est CISE et l'ISABTP. Voilà, et puis on parlera de la partie parcours, j'imagine, un petit peu plus tard, et des attentes qu'on a, et réciproquement de vos attentes par rapport aux entreprises comme les nôtres, de très petite taille, TTPE pour ce qui me concerne. Jean-Louis Brodmann, plusieurs casquettes. Oui, plusieurs casquettes. L'appui est là. Ça marche? Oui, ça marche. Oui, donc Jean-Louis Brodmann. Moi, j'ai dirigé pendant pas mal d'années une entreprise de gros œuvres et entreprise générale basée à Tarnos qui s'appelait Snexo, que j'ai cédé il y a 2 ans au groupe Ramery, qui est un groupe de BTP du nord de la France qui cherchait à s'implanter dans le sud-ouest. Parallèlement, j'avais créé une société de promotion immobilière qui s'appelle Les Pierres de l'Atlantique, basée à Bayonne, et donc qui est mon entreprise actuellement dont je m'occupe. Et comme disait mon voisin, comme on a beaucoup de loisirs, je préside la fédération du bâtiment des Landes, puisque mon entreprise était basée à Tarnos, et je suis en même temps vice-président de la fédération régionale du bâtiment. Et donc l'idée est que le bâtiment m'a beaucoup apporté, et donc je connais depuis de longues années André Joie, qui m'a permis d'exprimer les attentes du bâtiment au sein de votre école. Donc le bâtiment m'a beaucoup apporté, il me semble normal que j'essaye d'apporter aux futurs acteurs de ce beau métier, d'essayer de leur apporter quelques éclairages. En même temps, d'essayer d'aider mes confrères entrepreneurs à travers des fédérations, qui est un syndicat. On essaie de défendre les intérêts des entreprises de bâtiment, et en même temps, on essaie de défendre le marché du bâtiment d'une façon générale, et de faire avancer un petit peu l'économie française qui tousse un petit peu depuis quelques années. Et on pense que le bâtiment est un des secteurs qui peut porter rapidement et énergiquement la relance de notre économie. Donc, Claude Sabatou, je travaille au sein d'Eiffage Construction Sud Aquitaine, donc dans la région ici. Pendant quelques années, je me suis occupé de production, j'ai dirigé les travaux de l'agence de Bayonne, et plus récemment, je suis en charge d'un bureau d'études structure et méthode au sein du groupe Eiffage. J'interviens également un petit peu au sein de l'ISABTP en fin de cursus, en 5e année, pour donner un coup de main à l'équipe enseignante sur des projets concrets où on travaille dessus avec les élèves. Merci Claude. Pour brosser un peu le décor, j'ai comme ça écrit quelques idées que je vais vous présenter rapidement.
simplement, parce que je voudrais surtout... ah oui. Parce que j'ai vraiment besoin de ça. Hein. Parce que je voudrais surtout qu'il y ait un échange entre les professionnels qui connaissent bien la formation et puis vous-même. Donc quelques idées. Alors non, dans notre sens, voilà. Alors, bien entendu, quand on parle relations école-entreprise, formation, donc dans les objectifs de l'atelier, je voulais faire bien sûr un état des lieux des pratiques. Alors les pratiques classiques développées entre toutes les formations et les entreprises sont des pratiques de type stage, conférences, participation aux enseignements et aux projets, accueil sur les sites de production, chantier, usine. Alors, je me suis dit, est-ce que ces pratiques sont suffisantes? Alors, suffisantes, assez variées, et d'autre part, suffisantes en termes d'objectifs. Permettent-elles à l'étudiant de bien connaître l'entreprise et son fonctionnement réel? Son approche de l'éthique, je parle toujours de l'entreprise, de la parité, sa responsabilité sociale. Ce n'est pas par hasard que j'ai mis ces mots, parce que ce sont dans la progression qu'on nous demande en termes de qualité des formations que l'on donne, on nous demande évidemment d'explorer dans la formation de nos étudiants, de nos élèves ingénieurs ou de nos étudiants, d'explorer évidemment ces domaines qui sont nouveaux par rapport aux mots qu'on pouvait employer il y a 10 ans encore. Voilà. J'ai marqué aussi, prépare-t-elle les futurs cadres aux enjeux de demain? Enjeux techniques certes, on en a parlé dans des conférences hier et aujourd'hui, mais développement des capacités à entreprendre, à créer ou à reprendre une activité, à innover ou à être mobile. C'est pour ça que je suis content de vous avoir à vous, parce que je l'ai marqué dans une diapo mais que je n'ai pas vu, il se dit finalement que le système français de formation prépare peu, et en particulier nos ingénieurs qui sont quand même installés dans un petit cocooning. Peut-être que l'université, finalement, en la matière est beaucoup plus forte que nous. Nos ingénieurs, finalement, qui sont dans des écoles, savent qu'ils vont globalement trouver un emploi et donc ne font peut-être pas cet effort de réflexion pour se poser la question de la création, de la reprise, de l'innovation, c'est-à-dire, finalement, à sortir des sentiers battus, parce qu'ils sont bien dans le sentier qu'on leur propose. Voilà. Alors ça, c'est une grosse question. J'espère que vous aurez un éclairage à apporter là-dessus. Je pense que je vois Escadias qui partage un peu cette opinion. Alors sur le stage lui-même, vous savez, d'ailleurs, les entreprises le savent bien, il y a actuellement une augmentation générale de la quantité de stages que les entreprises doivent accueillir parce que finalement, toutes les formations doivent inclure dans leur... toute formation de tout niveau doit inclure une période de stage en entreprise. Alors, j'ai marqué, de manière provocatrice, j'ai marqué mode ou réel moment de formation de l'étudiant, parce qu'évidemment, on peut envoyer un étudiant dans une société, dans une entreprise, mais que finalement, sans aucun résultat intéressant en termes de formation. Alors, les stages se sont multipliés. L'entreprise a-t-elle toujours la capacité à accueillir le flux des stagiaires? Est-ce qu'on en parle dans les CCI, dans les fédérations? Est-ce qu'on se pose ce type de questions? Le stagiaire évolue aussi. J'ai marqué être connecté, c'est pour dire que socialement, il est différent du stagiaire d'il y a 10 ans. Maintenant, c'est 10 ans à peu près l'échelle de changement de comportement de nos étudiants. Comment l'entreprise perçoit et prend en compte ces évolutions? J'ai marqué que le stagiaire était connecté. Et la préparation... Le suivi et l'évaluation du stage, alors ça c'est plus technique, sont-ils de qualité? C'est-à-dire que, est-ce qu'on fait chaque fois l'effort d'avoir un projet, des objectifs partagés, école, stagiaire, entreprise? Est-ce que les tuteurs, est-ce que l'école n'aurait pas de travail à faire pour former des tuteurs en entreprise, se déplacer dans l'entreprise? Est-ce que d'ailleurs, finalement, globalement, est-ce que nous qui sommes enseignants, est-ce que nous allons assez dans l'entreprise? Et je connais même, pour en avoir discuté, peut-être que la question se posera, est-ce qu'on est capable d'aller passer 3 mois, 6 mois dans une entreprise? Est-ce que la machine éducation nationale, à une époque, elle le permettait? Est-ce que la machine éducation nationale, enseignement supérieur y compris, est prête à envoyer des bénévoles, on va déjà commencer par les bénévoles, pour aller travailler dans un bureau d'études, dans une entreprise, dans un système de production économique.
Voilà, donc c'est un peu la deuxième, le deuxième type de question que je me posais, qui était très centré sur cet aller-retour autour du stagiaire, mais aussi autour, je pense, de l'apprenant, de l'enseignant, pardon. Alors, ensuite, on peut... une question qui nous est posée aussi, c'est que les connaissances... Alors, quand on va parler des stages qui marchent bien, parce que la majorité des stages marchent bien, il y a un objectif en termes de formation, mais qui est généralement un objectif qui concerne des aspects techniques. Alors, on va faire un stage en bureau d'études, on va faire un stage en entreprise en conduite de travaux. Donc, je pense que vous êtes d'accord avec ça. Les commissions d'accréditation des diplômes de l'enseignement supérieur, alors la CTI, la CTI qui est la plus prégnante évidemment pour les écoles d'ingénieurs, demande de l'ouverture vers les dimensions sociales et managériales de l'entreprise, j'en parlais tout à l'heure, mais ça demande quand même quelque chose d'important. Est-ce que l'entreprise peut ouvrir ses portes en la matière? Ça veut dire quand même qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'on ne contingente pas le stagiaire dans son rôle alors à la fois dans son rôle d'apprenant, mais aussi dans son rôle de participant actif à la production, qu'elle soit production de projet ou production de chantier. Est-ce qu'on va lui ouvrir les portes pour lui parler un peu fonctionnement social de l'entreprise, parité, éthique, etc. Des choses qui maintenant sont demandées. Et voilà, donc quelles sont les pratiques novatrices qu'il faudrait mettre en œuvre à ce niveau-là. Voilà, donc, alors bien sûr, deux mots, l'ISA-BTP fait un certain nombre de choses, mais l'ISA-BTP n'est pas le modèle, est un modèle de fonctionnement dans la relation école-entreprise. Ça peut permettre, je vais passer rapidement, ça peut permettre de fixer un peu les idées. Les 4 interlocuteurs qui sont là connaissent l'ISA-BTP, donc c'est pas de problème. Juste, nous, en fait, j'ai décliné ce que nous faisons avec les entreprises. Évidemment, les stages, j'en ai parlé hier, c'est la force de l'ISA-BTP. Donc, nos étudiants les étudiants qui rentrent au niveau du bac font 7 stages en entreprise. On pourrait demander effectivement si cette quantité de stages est un plus par rapport à d'autres écoles qui en font moins, ou qui font différemment, mais qui font peut-être aussi bien. Bien évidemment, nous faisons beaucoup de visites de chantier, à peu près 25 par an. Évidemment, alors ça c'était les étudiants qui se déplacent, l'entreprise à l'école, et bien évidemment 50 ingénieurs d'entreprise viennent enseigner à l'école, donc Claude Sabatou en est un, donc sur des projets, évidemment principalement sur des projets, mais c'est aussi des enseignements spécialisés. Et puis quelque chose que d'autres doivent pratiquer, c'est les rendez-vous de l'entreprise, le jeudi, une fois tous les 15 jours, quand ça marche bien. Donc faire des rencontres directes entre étudiants, un entrepreneur, un cadre, qui vient parler de son parcours, qui vient parler de sa technologie, et qui vient aussi souvent remuer un peu les étudiants dans certains domaines, n'est-ce pas Germain? Toujours sur cet aspect compétences à développer pour être performant dans l'entreprise, c'est évidemment la communication et la mobilité professionnelle. Alors ça, la mobilité professionnelle, on essaye déjà de la cultiver par des parcours de stage qui sont progressifs et qui ont une obligation de mobilité hiérarchique et géographique, mais aussi, donc, évidemment, que des projets à l'international, et puis, vous l'avez vu hier, des projets collectifs de développement solidaire dans les pays défavorisés de la planète, qui est quand même quelque chose dont nous n'avions pas mesuré quand nous l'avons créé, que nous n'avions pas mesuré l'importance que ça pouvait avoir et l'impact que ça pouvait avoir sur une promotion. Enfin, management d'entrepreneuriat. Alors nous proposons, alors déjà il y a évidemment, je voulais marquer un astérix en bas, il y a tous les cours académiques qui vont de management, etc. Et puis nos étudiants peuvent préparer le double diplôme. Je me pose moi en tant que directeur, le double diplôme ingénieur-manager avec l'IAE de Bayonne. Je me pose toujours la question de l'intérêt. Parce que quand on a 22 ans, ou 21 ans, 22 ans, 23 ans, est-ce que c'est le moment de faire ces études-là? Est-ce qu'il ne faut pas avoir un vécu? Est-ce qu'il ne faut pas avoir une envie? Est-ce qu'il faut finalement cumuler des études
être un puits de connaissances ou est-ce qu'il faut le faire après? Voilà, c'est une question qu'on pourrait se poser. Et nous avons bien sûr aussi ce que font en général beaucoup de formations, une junior entreprise qui s'appelle donc la Junior ISA, qui fait donc de la prestation de services et qui fonctionne finalement comme un petit système, comme un écosystème qui génère une petite activité, qui génère des petits revenus. D'ailleurs, je le dis, ces petits revenus ne vont pas dans la poche des étudiants, ces petits revenus alimentent l'association humanitaire qui va construire donc les écoles sur la planète. Je crois que j'en ai à peu près terminé. Donc ça, c'est un peu notre organisation de stage. Vous voyez que à l'ISA-BTP, c'est pas un chemin tranquille. On fait école, entreprise, sans arrêt tous les ans. Donc, bien évidemment, avec des positions graduées de chacun des stages. Je ne veux pas vous... voilà, et puis ça doit être effectivement les projets de développement solidaire, mais qui, je crois que je l'ai dit, je crois qu'en termes d'entrepreneuriat, où c'est que je les ai marqués, oui, d'entrepreneuriat, mais aussi d'éthique et de solidarité, sont des passages qui deviennent très intéressants au niveau de notre école, surtout qu'eux, ils sont à un moment, en fin de parcours, quand les étudiants sont pleins de certitudes, et qu'à ce moment-là, on va les mettre en situation difficile. Je crois que c'est un moment qui est intéressant pour le faire. Voilà, je crois que je dis à vous, alors je dis à vous ou à vous, est-ce que déjà il y a une question ou est-ce que je fais témoigner directement déjà nos grands témoins qui sont ici présents. Qui veut prendre la parole? Il y a une question ou... Oui. D'abord, Nadia Sayouri, je suis professeure à l'I2M à l'Université de Bordeaux et j'ai passé beaucoup d'années à l'École centrale de Nantes, donc, où j'ai assuré entre autres la gestion d'une option dite professionnelle, où j'avais beaucoup de contacts avec l'entreprise par conséquent. Ma question est un peu sur un point qui a été très soulevé il y a quelques années, à savoir qu'on recherchait de plus en plus des ingénieurs dits managers, des ingénieurs chez qui on demandait beaucoup moins de compétences techniques, entre guillemets, au détriment, j'exprime les choses un peu de manière crue, mais c'est l'idée, au détriment de capacité de prendre des responsabilités, d'être plutôt de manager des équipes, etc. En disant que voilà, le technique peut se trouver facilement dans les livres, se trouver ailleurs. Et donc, je crois comprendre qu'on est en train de retourner à une situation où on exige au contraire maintenant un savoir plus technique. Il paraît que les ingénieurs sont de moins en moins sachants, et donc ça fait un petit peu... Je me posais cette question comme je vous ai... comme j'ai eu l'occasion de parler à 4 personnes en même temps. Est-ce que votre sentiment là-dessus est fidèle à ce que je décris ou pas? Est-ce qu'on retourne à une ère où les ingénieurs doivent être d'abord techniciens chevronnés, ou est-ce qu'on est toujours dans cette mouvance d'allier beaucoup d'enseignement, d'entrepreneuriat, de management, de savoir, de prise de responsabilité par rapport aux techniques? Forcément parce que les années ne sont pas très très extensibles. Voilà. Qui peut répondre? Oui, moi je pense que c'est avant tout une question de disposition de l'étudiant. Je prends mon exemple, moi j'ai fait l'école centrale à Paris, qui est une école généraliste, et les seules choses de technique que j'ai utilisées dans ma vie professionnelle, c'est à peu près la règle de 3. Et j'ai vraiment regretté de n'avoir appris à lire un bilan d'entreprise, par exemple, que après 10 ans d'activité professionnelle, et j'ai débarqué sur des chantiers conducteurs de travaux sans savoir rien du tout. Après, j'avais appris à calculer des sections d'acier au millimètre carré près, et le chef de chantier me disait, de toute façon, t'emmerdes pas, on va mettre 2 tors de 12 et puis ça va être réglé. Bon, voilà. Donc, ce que je veux dire par là, parce qu'en fait, très sincèrement, moi, la technique m'a jamais intéressé. Par goût, j'ai jamais joué au train électrique quand j'étais petit. Bon, pour résumer,
il y a d'autres ingénieurs qui, eux, font des études d'ingénieur parce qu'ils sont passionnés par la technique. Moi, dans ma génération, on faisait des études d'ingénieur parce que si vous étiez bon en maths, vous faisiez des études d'ingénieur, on ne se posait pas de questions. Bon. Maintenant, aujourd'hui, heureusement, les choses ont changé et on peut faire des études variées en fonction de ses aptitudes et de ses goûts. Donc moi, je pense, pour répondre à votre question, qu'il y a de la place pour des ingénieurs techniciens, il y a de la place pour des ingénieurs managers, et il y a de la place pour des gens qui vont commencer dans la technique et puis que la technique va finir par lasser et qui auront envie de devenir manager, ou vice-versa. Le tout, c'est de ne pas faire trop d'erreurs de casting, et je pense que justement l'intérêt des stages, des multiples stages, c'est pas tant pour acquérir des connaissances que pour se rendre compte de ce pourquoi on est fait, ou même plus précisément de ce pourquoi on n'est pas fait. Et je pense que c'est ça l'intérêt premier d'un stage, c'est que l'élève, le stagiaire, se rende compte de ce qu'il aime et de ce qu'il n'aime pas, et s'il ne s'en rend pas compte tout seul, son maître de stage ou son employeur peut l'aider à s'en rendre compte. Le gars qui va stresser avant d'entrer dans une réunion de chantier, parce que c'est des endroits où il y a du conflit, le gars qui n'aime pas gérer le conflit, qui n'aime pas les situations conflictuelles, il ne faut pas qu'il fasse ça. C'est une erreur pour lui, il va se ruiner la santé et ça ne sera pas bon pour son employeur. Le gars qui aime bien, au contraire, les situations, justement, les conflits ou rapports de force ou combat, tiens, j'ai gagné, là, lui, au contraire, il faut qu'il fasse ça. Et donc, ce type-là qui aime bien, qui est un manager, on va dire, pourquoi le l'enquiquiner pendant des années avec des calculs super pointus, etc., et vice-versa. Donc, je pense que c'est pas tellement une question de balancier d'une époque par rapport à une autre, je pense que qu'il faut que les enseignants, aidés par les professionnels, et par l'élève lui-même et par son entourage, aident les élèves à se rendre compte de quelles sont leurs inclinations profondes. Je pense que c'est plutôt ça la question. Je vais apporter un contrepoint. C'est traditionnel. Ouais, c'est la vision. Bon, c'est toujours pareil, on s'aperçoit pendant les débats comment le casting a été fait. Alors moi, je vois cette tendance, pour être bien clair, c'est-à-dire du passage du généraliste vers le spécialiste. Je pense, mais c'est une approche pour la raison suivante, ça a été dit, les cycles avant étaient des cycles relativement longs, on décollait dans sa carrière, ensuite on se mettait en pilotage automatique et ça roulait. Maintenant, ce cycle est devenu extrêmement court et il passe nécessairement par des stages, des formations continues, etc. Je fais une parenthèse, je pense qu'un établissement qui fait de l'enseignement et qui n'adosse pas à cet enseignement de la formation continue, je pense qu'il va avoir énormément de difficultés à survivre et à être lisible dans le paysage. C'est mon analyse du moment. Donc parce que le cycle est court, on a des gens qui sont finalement assez illisibles, entre guillemets, des candidats qui sont assez illisibles sur le marché. Un Ponts et Chaussées aujourd'hui, est-ce que c'est un ingénieur ou est-ce que c'est un banquier? C'est pas évident. Et pourtant, il y a 3 siècles d'actifs, entre guillemets, un peu immatériels, qui dit qu'un Ponts et Chaussées, c'est un ingénieur. Et depuis 20 ans, la question se pose, savoir si cet actif, si ce marketing, entre guillemets, ou cette lisibilité existe encore. J'en doute. Donc, je pense pour ma part que parce qu'on va devoir se former tout au long de sa vie, parce que les cycles sont courts, autant miser sur une formation qui soit lisible, claire et cohérente, c'est-à-dire essentiellement technique. Voilà. C'est mon propos. Je pense que tant qu'à investir 3 ans, 5 ans, autant trouver de la congruence, c'est-à-dire qu'on sait qu'un ISA BTP, on sait ce qu'il est capable de faire et pas capable de faire, on sait qu'un arts et métiers, un pont, etc., a telle caractéristique, et tous sont un peu différents. Parce qu'à ne pas fonctionner comme ça, on se retrouve finalement avec un marché de l'emploi extrêmement disponible, avec des personnes, des caractères, mais finalement on s'aperçoit au fur et à mesure que la compétence se révèle dans l'entreprise. Ça peut être un atout, c'est-à-dire qu'on mise sur le caractère. Je crois qu'à partir du moment où il y a une loi offre-demande qui est déséquilibrée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les entreprises ont plutôt le choix dans les recrutements, je pense qu'il y a avantage plutôt à miser sur des recrutements et donc des caractères congruents dont on sait ce qu'ils ont fait pendant un certain nombre d'années. Et bien entendu, c'est donnant-donnant. S'ils sont spécialistes au démarrage, c'est un bon échange entre l'entreprise et la personne
que d'investir sur la personne, sur la formation continue en question, pour la faire évoluer. Hein, c'est une évidence. Moi, c'est une tendance que je vois. Je suis ingénieur mécanique, ensuite j'ai fait pilote de ligne, ensuite j'ai fait banquier, et aujourd'hui je m'aperçois qu'il vaut mieux être beaucoup plus lisible que tout ça, parce qu'on s'y perd, hein, on s'y perd finalement. Voilà. Oui, en complément, mais c'est un peu dans le même esprit. Moi, je pense qu'on a changé d'époque. Il y a eu une époque, en tout cas, que j'ai bien connue, moi, où les entreprises se portaient bien, avaient des capacités d'accueillir des stagiaires, et puis on se les arrachait pratiquement. Aujourd'hui, c'est plus le cas dans les entreprises. Dans le monde du travail aujourd'hui, les structures d'encadrement ont réduit au minimum. Les entreprises ne gagnent plus d'argent, quelquefois elles en perdent. Donc elles ont peu de temps à donner à l'accueil des stagiaires. Et pourtant, je pense qu'au contraire, il faut transformer le stage à ce que j'appellerais un projet d'intégration à la vie professionnelle. C'est-à-dire qu'il faut perdre du temps au départ pour en gagner après. Effectivement, un stagiaire, un élève ingénieur qui vient, il faut savoir quel est son projet personnel. Si on lui fait faire un stage qui est complètement à côté de la plaque par rapport à son projet personnel, bon, il aura fait un stage. Mais on n'aura pas détecté ses capacités, ses idées, ses passions, parce que si on détecte ses passions, peut-être qu'on va pouvoir voir qu'il a techniquement des idées sur un projet qui va amener à la mise au point d'un savoir-faire, qui va peut-être être breveté, etc., et qui va aller bien au-delà que le stage, et qui va peut-être amener derrière un emploi, mais dans d'autres proportions que l'emploi classique d'être conducteur aux travaux au premier poste. Donc je pense que l'accompagnement beaucoup plus précis de la part de l'entreprise et de l'école, parce que c'est vrai que André, je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais on ne vous voit pas assez, les profs. On ne vous voit pas assez sur l'accompagnement pendant toute la durée de cette période d'intégration, pour qu'on puisse échanger et qu'on puisse dire, bon, celui-ci, moi je le vois mieux sur la recherche et développement, celui-ci c'est un battant, ça va être un meneur d'ordre, celle-ci, on va l'orienter plutôt vers le bureau d'études. Parce qu'il faut, au fur et à mesure, construire avec l'étudiant son projet personnel de vie et voir si c'est intégrable avec le projet de l'entreprise. C'est un mariage, en fait. Ce mariage, s'il réussit, on continue. S'il ne réussit pas, il faut trouver une autre entreprise. Donc, je crois que dans les périodes les plus difficiles, c'est là que, paradoxalement, il faut perdre plus de temps au départ pour en gagner après. Après, il y a aussi le fait que, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je voulais dire que c'était effectivement, pour moi, il fallait aller au-delà du stage. C'est vraiment le projet d'intégration de la vie professionnelle. Vous voyez, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, la double formation, c'est bien pour ceux qui veulent le faire, mais il ne faut pas oublier que de toute façon, comme on a fait nous, les élèves ingénieurs et les ingénieurs retourneront à l'école toute leur vie, hein, parce que ça va tellement vite qu'il faut retourner sans arrêt en études. Moi, je viens de faire un stage il y a 63 ans sur la gestion, parce que j'avais des problèmes de lecture de bilan. Et il faut quand même comprendre où passe notre pognon, quoi. Moi, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de ranger les élèves dans des cases très tôt. Vous ne pouvez pas détecter à la sortie du bac si ça va être un futur manager, ou il ne le sait pas lui-même, et je ne pense pas qu'il y ait de solution magique pour pouvoir le détecter. Il va s'affirmer plus tard, suivant ses goûts. Alors, le stage et le cursus de 5 années avec les stages est un moyen impeccable. Enfin, aujourd'hui, on ne connaît pas mieux, en fait, pour tisser des relations de confiance et se connaître mutuellement, réciproquement.
Donc ça, c'est une première piste où le gamin va se diriger par goût, par affinité sur des choses qu'il aime. Et après, le management, il y en a qui s'affirment, il y en a qui restent en dedans. Voilà, ça c'est la vie, mais vous ne pouvez pas dire à 18 ans, ce sera un futur manager. De toute façon, celui qui veut faire ça va choisir des écoles de commerce bon, il ne va pas choisir génie civil de toute façon s'il sait que c'est vers là qu'il veut tendre. Alors après, pour rebondir, ça a été dit, j'en ai parlé un petit peu avec André, c'est les passerelles qui doivent être tendues tout au long du parcours professionnel, en fait, vers l'enseignement, vers les universités. La formation continue, vous en avez parlé, on en a tout le temps besoin, mais l'offre, elle n'est pas si importante que ça. Je parle moi de technique, là, d'offres techniques en formation professionnelle. Vous pouvez regarder, c'est pas extraordinaire. Et les gens, les salariés qu'on forme, on le fait un petit peu par obligation, des formations obligatoires de sécurité, de choses comme ça. Mais c'est pas de la formation enrichissante telle qu'on pourrait l'imaginer. Alors, les universités ont peut-être un rôle à jouer là-dedans. Et de toute façon, je parlerai aussi d'enrichissement réciproque, parce que, tu l'as un petit peu dit, André, aussi, les professeurs ont besoin de revenir vers les entreprises. Bon, à partir du moment où ils sont profs, ils ont suivi un enseignement et ils ne sont pas revenus vers les desiderata des entreprises. Et réciproquement, hein, en fait, les entreprises, on a besoin de faire un effort aussi pour dire aux enseignants ce qu'on attend d'eux, les priorités, les changements, parce que même si dans le bâtiment on n'évolue pas très très vite par rapport à d'autres métiers, on a quand même une évolution certaine de réglementation, de technologie, d'innovation, et on a absolument besoin de se reformer. C'est indispensable. Mais vous, professeurs, et nous, professionnels, et vous avez un savoir et des choses qui peuvent nous être amenées, et nous, on peut vous donner les attentes du moment et être un peu plus réactif par rapport à tout ça. Ça manque de réactivité. Voilà ce que je voulais dire. Soyons clairs, Claude. Ce que tu veux dire, c'est que finalement, un enseignant, là on parle du côté enseignant, là, hein, on est du côté enseignant, un enseignant, quel que soit son grade, sa catégorie, il fait beaucoup d'études, hein, entre 18 et 28 ans, 25 ans, 28, 23, 28, un doctorat, etc. Et puis après, encore quand il fait des doctorats, c'est pour faire de la recherche, mais en termes de formation technologique, de formation à l'entreprise, vous n'en voyez pas beaucoup d'enseignants qui viennent passer 3 mois. Ah, la question. Est-ce que... Gilles, hein? Voilà. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une démarche générale des fédérations par rapport à ce sujet-là, l'accueil de professeurs en entreprise? J'avoue que j'ai jamais vu de professeur en entreprise, à part pour accompagner un élève pour une journée. Non, après on a les centres de formation. Donc, les centres de formation des apprentis, etc. Mais le circuit classique, éducation, niveau universitaire et monde de l'entreprise, c'est vrai qu'à part ce genre de rencontres, on a assez peu de contacts. Hein. Ouais, je prends un exemple pour concrétiser peut-être l'intérêt de bosser ensemble, même si on est ensemble, c'est que chacun ici en est persuadé. Je vais prendre l'exemple d'une compétence technique qui existe depuis très longtemps et qui tout d'un coup va se révéler avec un aspect entreprise-marché, le stockage d'énergie. Où est la compétence sur le sujet aujourd'hui? Chez vous. C'est vous qui savez comment ça marche. Moi, je ne sais pas comment ça marche. En revanche, je sais que si je ne sais pas rapidement comment ça fonctionne, dans les fondamentaux techniques, je vais vite me faire désarçonner sur le marché à ne pas être bon, compétent techniquement. À côté de ça, il y a un dingue qui monte sur des estrades et qui dit je mise là-dessus des milliards et des milliards d'euros, j'investis 5 fois plus que ce qu'a mis Apple pour investir sur le stockage d'énergie, et tout le monde sent qu'il y a quelque chose. Typiquement sur ce sujet, il y a un appétit de l'entreprise à aller chercher rapidement de la compétence dans le monde universitaire
pour dire, dites, vous pouvez m'expliquer la différence entre lithium, ion, polymère, plomb, truc, machin, etc. Et puis toute technologie disruptive, pour reprendre le mot à la mode. Et puis il y a une nécessité absolue pour les enseignants et les élèves de se mettre en phase avec un marché dont on peut considérer qu'il va changer un certain nombre de choses. Ou pas, peut-être pas, on verra. Donc le sujet n'est pas pour l'enseignant d'aller passer 3 mois ou 3 ans dans l'entreprise. On voudrait lui faire payer, entre guillemets, le fait qu'il ait passé 0 minute depuis 20 ans. Ce n'est pas le sujet. C'est simplement qu'un pont puisse s'établir. Il passe une demi-journée, il intervient dans la préparation, on fait bien avant on faisait des réceptions de travaux, maintenant on fait bien des opérations préalables à la réception. Ben, il intervient dans les opérations préalables à la sortie de son ingénieur, il va prendre une demi-journée ou une journée le pouls social, sociétal, technique, marché, etc. C'est ça qui nous manque, c'est des temps en commun qui ne sont pas forcément très longs, qui sont qualitatifs, mais qui permettent que le pouls soit pris, encore une fois, d'un côté comme de l'autre. Je vous assure aujourd'hui que vous cherchez une formation sur le sujet du stockage, allez-y, tapotez. Je pense qu'on peut récupérer facilement des choses qui coûtent plusieurs milliers d'euros, mais je pense que la vraie compétence, elle est sur les bancs de vos écoles. Et en une demi-journée, moi je suis acheteur. Voilà. Mais sauf que cette offre n'existe pas de votre part, je ne le crois pas, ou alors en tout cas, elle n'est pas formulée. Alors il y a plein d'exemples comme ça. Hein. Merci pour ces témoignages, dont Gilles Escadia. Je suis professeur à l'IUT, après avoir été enseignant à l'INSA, et je suis chargé de mission en relations entreprises à l'Université Paul Sabatier à Toulouse. Et donc effectivement, ce sont des problématiques que l'on rencontre. Je vais juste faire un témoignage. On vient de créer un master à la demande de l'entreprise, EDF, sur la transition énergétique. Et donc pendant 2 ans, on a discuté sur le contenu permettant par exemple à des gens, essentiellement de la centrale de Golfech, de venir faire des formations leur permettant d'acquérir un niveau supérieur, passant d'un niveau effectivement où ils ont été recrutés à EDF, DUT, la plupart du temps, pour devenir ingénieur. Donc ça peut se faire beaucoup plus facilement, je suis d'accord avec vous, avec l'université par rapport aux maquettes qu'avec effectivement les écoles d'ingénieurs, du fait effectivement des accréditations CTI. Donc ça c'est possible à faire et on est effectivement, je suis d'accord avec vous, tout à fait dans la formation tout au long de la vie et on sait que c'est le plus important pour rapport à l'avenir. Alors moi j'avais juste une question, et c'était important, André tu l'as mis au début, on est persuadé au niveau de l'université aussi qu'on a besoin quand même de sensibiliser nos étudiants très tôt à l'innovation et l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que, et c'est là qu'on a besoin de vous, c'est pas nous qui allons le faire, parce qu'on sait que nous, on ne sera pas crédibles. On en revient à ce point-là, on peut leur enseigner la technique, on peut leur enseigner beaucoup de choses, mais si on commence à leur dire, voilà comment créer une société, ils vont dire, attendez, vous n'avez jamais mis les pieds dans les sociétés, encore c'est pas vrai pour tout le monde, donc c'est pas vous qui allez nous expliquer ça. Et donc on a une démarche dont nous on a répondu, par exemple, il y avait un appel à projet innovation entrepreneuriat au niveau du ministère. Enfin, l'université a répondu avec un projet qu'on appelle le catalyseur, mais en fait, on attend maintenant que les industriels, les collectivités viennent et expliquent un peu aux gens, enfin les incubateurs, les pépinières, c'est qu'avant de faire un incubateur et une pépinière, il faut passer par un pré-incubateur, et ces pré-incubateurs, c'est dans les écoles, on s'est associé à l'INSA, l'université, par rapport à ça, c'est les écoles, c'est les universités, où on peut recevoir des industriels. C'est pour ça que je vous renvoie un peu vers vous, on peut les recevoir pour qu'ils viennent effectivement sur des, bon on appelle ça des hackathons, mais on peut appeler ça des petits marathons, on pose un projet, et puis là les étudiants ils se retrouvent, et bien on va voir certains qui ont des sensibilités plutôt techniques, d'autres plutôt managériales, et même s'ils sont avec des formations initialement techniques, c'est ça qui est intéressant. On a vu apparaître des gens qui, en 48 heures, sont capables à 4 ou 5 de monter des projets, et dans les entreprises, d'ailleurs ça a posé une question, c'est après à qui appartient, on va dire, ce qui a été créé pendant ces 48 heures, sont capables en 48 heures de lever des verrous qui étaient des verrous industriels de quelques années, parce qu'effectivement, ils avaient fait cet effort sur un même lieu, avec un même temps, de mettre des gens de sensibilités différentes. Et c'est là que c'est important, c'est bien la formation avec le managérial, c'est-à-dire de regrouper des gens d'horizons divers qui pourront se pencher sur un même problème, mais avec l'aide des industriels. Donc c'est pour ça que j'avais juste cette petite question sur le côté comment vous envisageriez, on va dire, le fait de pouvoir intervenir sur cette sensibilisation, c'est-à-dire parce que c'est vous qui avez des compétences dans ce cadre-là. C'est une excellente question, mais je ne veux pas dire comme Georges Marchais, question suivante, hein, je vais y répondre. On le voit dans nos fédérations professionnelles, on a surtout
en cette période où les baby-boomers, dans mon style, vont bientôt raccrocher les gants, on a un nombre incroyable de PME dans le bâtiment qui vont changer, dans le bâtiment ailleurs, dans d'autres secteurs aussi, mais dans le bâtiment où traditionnellement on a beaucoup de petites entreprises, on a énormément de PME qui vont devoir changer de main dans les 5 ans qui viennent. Et donc, bien entendu, on cherche des repreneurs. Et on cherche, ça a été dit, on cherche des gens qui ont quand même un bagage technique. J'ai fait un peu de provoque tout à l'heure en disant que la règle de 3, évidemment, il faut avoir une culture, il vaut mieux quand même savoir de quoi on parle et avoir une culture générale de son métier, même si on n'est pas forcément capable soi-même de calculer les sections d'acier dans la poutre, parce qu'il y a des gens très bien qui sont capables de le faire, mais on a besoin d'une culture générale. Donc des élèves qui sortent d'écoles comme la vôtre ont, à mon avis, s'ils ont la fibre entrepreneuriale, ils ont des opportunités énormes de pouvoir se mettre à leur compte, ce qui est beaucoup plus difficile dans le secteur de la banque, je suppose, parce que le gars qui a envie de devenir banquier, il n'y en a pas beaucoup, on en a quelques-uns dans la région, mais il n'y en a pas énormément qui peuvent reprendre la boîte de papa. Dans le BTP, c'est beaucoup plus facile, la boîte de papa ou la boîte d'un copain, ou deux copains qui vont se mettre ensemble à créer une activité. Enfin, bon. Donc ça, bien entendu, on a des possibilités énormes par les temps qui courent. Le BTP est l'un des derniers secteurs où l'ascenseur social peut marcher à plein, parce que là on parle de gens qui sont bac plus 5, mais même quelqu'un qui n'est pas bac plus 5 peut créer sa boîte et très bien réussir. Donc évidemment, je pense qu'il y a des opportunités qui sont offertes. Il faut éviter toutefois, parce que là vous avez parlé de innovation et management. On peut aussi faire de l'entrepreneuriat sans rien innover du tout. C'est-à-dire que, comme vous êtes des enseignants... Ah d'accord. Parce que le danger, c'est de se dire, pour créer ma boîte, il faut que j'invente le fil à couper le beurre, ou le coffrage qui fait je ne sais pas quoi, ou le béton qui se coule tout seul. Enfin, on peut aussi ne rien inventer du tout et se contenter de continuer à poser du carrelage ou de couler du béton. Il y en a qui auront la fibre, qui auront des idées pour inventer, mais d'autres pas forcément. Et le danger, c'est possible que les enseignants, qui est un monde que je connais mal, hein, que les enseignants puissent être tentés de mettre, et le monde universitaire en général, de mettre sur un piédestal ceux qui innovent techniquement, qui ont et de considérer comme moins noble le fait d'être tout simplement entrepreneur, parce qu'on a envie d'être entrepreneur. André Joie m'avait invité il y a quelques années dans un amphi des BTP, juste pour parler de pognon, c'est-à-dire dire combien gagne un ingénieur, combien il gagne en fin de carrière, combien peut gagner un chef d'entreprise. Des sujets comme ça qui sont peut-être pas tabous, mais dont on ne parle pas tellement dans les écoles. Et l'argent est quand même l'un des moteurs, et en France il est un peu tabou, dans d'autres pays il l'est beaucoup moins, l'argent est l'un des moteurs de l'entreprise. Si le gars qui prend des risques et prend de son temps pour tenter quelque chose a la même espérance de gain que le gars qui n'en prend pas et qui passe moins de temps, il n'y aura pas d'entrepreneur. Donc c'est un des moteurs et c'est un sujet qui doit être abordé aussi. Et moi je trouve qu'il n'est pas forcément moins noble de vouloir être entrepreneur pour gagner les ronds que de vouloir être entrepreneur pour innover un procédé technique. Bon, les deux se justifient parce qu'on en a besoin. Les deux ont un rôle sociétal à remplir. Je pense qu'effectivement, ce rôle sociétal est très important. J'ai été élu dans une commune où il y avait une entreprise de 10 salariés. L'ISA BTP n'existait pas. Et quand j'y repense, je me dis qu'elle aurait pu continuer à vivre alors qu'elle est morte. Hein. Il n'y avait pas de repreneur. L'entreprise de BTP, il n'y avait pas de repreneur. Voilà. Mais... Oui, je voudrais compléter là-dessus. C'est très important. C'est la pérennité des PME. Effectivement, là, j'ai ma casquette Chambre de commerce de région sur... je voulais donner quelques chiffres parce qu'il faut quand même être conscient de ce que représente le BTP. Je parle sous couvert, mais j'ai vérifié les chiffres hier soir. En France, il y a 544 000 entreprises de BTP, 65% de bâtiments, 35% de TP à peu près. En Aquitaine, il y en a 22 000 qui représentent 6,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
Et c'est même pas la loi de Pareto, parce que c'est 90-10. C'est-à-dire s'il y a moins de 10% des entreprises qui emploient 90% du personnel, c'est les grands seniors que l'on connaît bien et qui ont les compétences internationales. Mais vous avez un panel de PME performantes. Nous, au niveau de Chambre de commerce, aujourd'hui, on a exactement 300 PME de BTP à vendre. 300 répertoriés, là, la semaine dernière. C'est des entreprises de 15 à 100 salariés, un peu moins, qui font que, souvent c'est des pépites, ils ont des savoir-faire particuliers, ils ont même des trucs un peu brevetés, sauf que le gros problème, c'est que le chef d'entreprise, il est le nez dans le guidon, et il ne peut pas faire ce que l'on fait tous, c'est-à-dire venir ici, aller au CDPEA, au CREAD, à Nobatech, à tous ces clusters de recherche qui leur permettraient d'évoluer. Or, dans ces entreprises-là, un ou une jeune ingénieure qui arrive avec son œil neuf, avec ses compétences, avec son savoir-faire, il va non seulement voir tout de suite ce qu'il peut compléter auprès du chef d'entreprise, il va donner d'oxygène au chef d'entreprise pour pouvoir développer sa boîte et aller voir un petit peu l'extérieur. Et puis, pourquoi pas, il va mettre un ticket dans la boîte. Aujourd'hui, j'ai vu une entreprise qui a été reprise il n'y a pas longtemps. Celui qui a repris, il a mis 1 000 euros pour rentrer dedans au niveau du capital, et puis après, il a levé avec des copains et sa famille 50 000 euros, et puis il a racheté l'entreprise. Ça existe. Et il y a un potentiel d'entreprise à accompagner, voire à reprendre dans le monde économique de nos métiers, qui est énorme, parce que effectivement, les chefs d'entreprise aujourd'hui sont plutôt des gens comme nous qui avons les cheveux blancs, quoi. Donc il faut s'intéresser à ça. Et il faut créer une passerelle entre les fédérations, ça existe déjà, les chambres de commerce qui ont un rôle à jouer là-dessus sur la détection et l'accompagnement des cédants, pour ceux qui ont la fibre entrepreneuriale, s'intégrer dans ces PME et pourquoi pas devenir entrepreneur assez rapidement. Après, on revient sur la question d'avant, c'est qu'il va falloir qu'ils retournent à l'école en permanence, parce que là, il va falloir apprendre à gérer, il va falloir apprendre les relations sociales, il va falloir apprendre toute la réglementation, etc. Mais c'est un autre sujet. Mais ça veut dire qu'il faut accepter une autre aventure, l'aventure de l'entrepreneur. Mais sachez que l'aventure de l'entrepreneur, c'est une belle aventure. Est-ce qu'il y a une autre question sur ce sujet ou sur d'autres sujets, hein, une intervention, une réflexion? Donc, je ferai un petit commentaire qui est de dire qu'en vous écoutant, et je le sais, tous les gens qui s'intéressent évidemment à l'emploi de leurs jeunes savent qu'il y a un gisement, mais on le sait, comment dire, en termes statistiques, on n'a pas, même en Aquitaine, une école comme la mienne ne reçoit pas, par exemple, un état des petites entreprises, de ce qui se passe dans le monde de l'entreprise, des mouvements, non, mais tu vas le recevoir maintenant. Des propositions, je ne sais pas si ailleurs, Gilles. Nous, à ce niveau, on a passé un accord avec la CCI où ils nous disent effectivement les métiers en tension, et effectivement, on a ces échanges. Mais je voulais dire, c'est qu'effectivement, dans notre projet, la CCI nous accompagne et les fédérations ne nous accompagnent pas sur le projet de sensibilisation à l'entrepreneuriat, alors qu'on pensait que ça allait être l'inverse. On pensait que les fédérations, justement, allaient, bon, je sais qu'il y a beaucoup d'autres soucis, et toutes les fédérations confondues allaient soutenir ce côté entrepreneuriat. Et en fait, on a des supports très forts de la CCI parce que je pense qu'ils sont beaucoup plus en contact au quotidien avec ces gens qui sont effectivement, qui voudraient avoir cette reprise d'entreprise que ne le sont peut-être les fédérations. Enfin, j'ai cette impression-là. C'est pas tout à fait ça, c'est un problème de confidentialité. C'est-à-dire que les chambres de commerce reçoivent les cédants dans toute confidentialité en dehors du réseau professionnel. Dans les fédérations, c'est un peu plus compliqué de parler entre confrères et concurrents. Dès qu'on commence à dire « je veux céder mon entreprise », ça peut vouloir dire que l'entreprise est en difficulté. Donc c'est difficile dans les fédérations. Après. Je pense que tu te souviens. Donc c'est plus facile dans les chambres consulaires. D'abord, c'est leur rôle. Et ça se fait en toute confidentialité. Par contre, j'ai noté qu'il faut qu'on crée le contact et les informations là-dessus.
juste, la CCI à Toulouse a fait une enquête justement sur les relations entreprises, universités, établissements et même recherche. Le résultat est catastrophique. 50% au moins, enfin 50% au moins des entreprises qui disent faire de l'innovation ne connaissent pas les établissements d'enseignement supérieur de recherche. Et ils disent effectivement faire de l'innovation. C'est pour ça que l'innovation n'est pas que technique. L'innovation, elle peut être managériale, elle peut être dans beaucoup de domaines. On le voit avec Internet actuellement et tout le côté numérique. Mais on s'aperçoit qu'effectivement, il y a un point essentiel, c'est cette méconnaissance des acteurs de part et d'autre. Et par contre, ce qui nous avait étonné, c'est que le nombre d'intermédiaires pouvant en théorie mettre en relation les entreprises et les universités, on en avait compté 25 ou 27, je ne me rappelle plus exactement le chiffre, et avec un résultat qui était catastrophique en termes quand même de reconnaissance. Donc en gros, c'était à peu près 10% des gens contactés des entreprises qui disaient bien connaître les établissements universitaires, et en retour, effectivement, à part les stages, puisqu'on avait mis à côté des stages, c'est à peu près 10% des laboratoires universitaires des universités qui disaient bien connaître aussi ce qui se faisait à les entreprises. Un petit élément quand même sur la partie, pour compléter, je pense. Pas faire de leçons sur la manière de gérer le pays, ni maintenant, ni celle d'avant d'ailleurs. Mais en tout cas, si on se prive du tissu et de la vitalité des entreprises, le pays est mort. Juste pour donner quelques éléments, création d'emplois nets, si on neutralise bien entendu la partie, l'aspect pyramide des âges et départ des baby-boomers, etc. Si on neutralise cela, création d'emplois dans les très grands groupes, ça va, c'est pas le CAC 40, ça va jusqu'aux entreprises de 1000 personnes, au-delà de 1000 personnes. Sur les 20 dernières années, quasiment zéro, parce qu'il y a énormément d'efforts de productivité, bien évidemment, et une compétition internationale qui fait qu'effectivement, il y a beaucoup de leviers de ce côté-là. Création d'activités, création d'emplois dans le monde des PME, TPE, 2 millions d'emplois sur 20 ans. Ça veut dire que le gisement d'emplois, il est fortement, je ne suis pas en train d'opposer grands groupes et PME, hein, n'entendez pas ça dans mon discours, on a besoin évidemment des deux, et souvent on monte nous-mêmes sur le dos des grandes entreprises pour nous emmener sur des marchés d'innovation, d'export, etc. Donc c'est pas mon propos. En revanche, on a absolument besoin du monde des PME, TPE. Donc le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour créer de la vocation. Ben, on ne le fait pas comme on le fait actuellement, pour être très clair. C'est-à-dire que moi, je pense que j'ai dû entendre 500 personnes m'expliquer quand j'étais plus jeune comment il fallait créer une entreprise. Je ne me souviens pas d'une phrase, ni d'une tête, ni de quoi que ce soit, de rien. Donc je pense que c'est un sujet personnel. Et je pense qu'au niveau de l'entreprise, il faut deux choses. La première chose, c'est avoir envie de prouver qu'on est capable de gagner de l'argent, prouver qu'on est capable d'être plus innovant que son copain, prouver quelque chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui a du mal à s'exprimer et qui ne se décrète pas par le fait qu'on va expliquer, nous, à des jeunes, comment nous, on a prouvé. Ils en ont rien à foutre et ils ont bien raison. Parce qu'ils ont autre chose à prouver et leur moteur, il est assez interne, je crois, sur le sujet, de savoir ce qu'on a envie de prouver, comment et à qui. Chez certains, la motivation, encore une fois, va être l'argent, d'autres l'innovation, d'autres prouver à son papa que tu vois, j'ai réussi, j'ai prouvé, j'ai réussi, voilà. Et je crois que le deuxième moteur, c'est la capacité à se faire mal, parce que c'est vrai que les choses se passent différemment, pour le coup, de ce point de vue-là, entre les grosses structures et les petites structures. Et je crois que cette capacité à se faire mal, on n'est pas capable, nous, de l'éprouver, ou difficilement dans le cadre des stages, quoique, sur des stages longs, on commence à y arriver. Et je crois qu'il faut absolument intégrer ceci dans les cursus d'enseignement. C'est un peu ce que vous testez quand, sur votre dernière année, vous allez les mettre dans des environnements un peu inhospitaliers. C'est que vous regardez qui est capable de prouver, c'est-à-dire concrètement dans le monde du concret, enfin dans le monde de la réalisation et non pas dans le monde de la conception. Donc là, il y a des gens qui sont plus ou moins capables d'embrayer. Et puis on est dans un environnement hostile, donc dans ces cas-là, il faut être capable de se faire mal. Mais je crois que si ces deux qualités, on ne les a pas, je pense que c'est difficile de créer une activité et de la maintenir. Voilà. Donc mon propos était de minorer un peu tout ce qu'on peut raconter avec des enseignements descendants sur comment moi j'ai fait avant. Je crois qu'il faut plutôt mettre en place des leviers pour déceler ces qualités-là dans les années d'enseignement. Voilà. Ça peut s'appeler des jeux, ça peut s'appeler des stages, ça peut s'appeler des... Voilà. Mais je crois qu'il faut faire preuve d'innovation là-dessus pour que les gens arrivent à se révéler, les jeunes arrivent à se révéler le plus vite possible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Oui. Plus un commentaire.
au travers de toutes les conversations, toutes les propositions, on a le sentiment qu'il y a une inertie, en gros, qui fait que le monde de l'entreprise reste distant du monde de l'institution ou de l'enseignement universitaire, et il y a quelque chose qui ne passe pas, malgré le fait de faire quand même appel à vous pour les stages. Et puis, et moi, il me paraît qu'il y a une solution qui paraît simple, du moins dans la conception, c'est d'intervenir un peu en amont, de vous faire intervenir en amont pour former ou pour intervenir sur les maquettes. Souvent, on a cette possibilité de revenir, de revoir des enseignements, et donc j'ai l'impression qu'on peut faire ça. Mais est-ce que l'inertie vient d'où? Est-ce qu'elle vient du monde universitaire, ou est-ce qu'elle vient du manque de temps que vous pouvez avoir? Parce que c'est souvent pour ça que vous n'avez pas des heures ou des journées à réserver à monter des programmes d'enseignement avec les universitaires et recevoir en sortie le vivier qu'il vous faut et qui va convenir à monter d'autres projets qui soient d'envergure. Je m'adresse, je sais qu'il y a une différence entre les grands groupes et les PME. Les PME étant beaucoup plus nombreuses, on a quand même une forte réticence pour faire venir les entreprises dans le monde universitaire, en tout cas en amont. Est-ce que cette question est... Je ne crois pas qu'on m'ait demandé mon avis en amont, comme vous dites. On m'a jamais demandé mon avis, à part ce genre de colloque, mais de table ronde. Mais on m'a jamais demandé qu'est-ce que tu penses du programme d'enseignement. Jamais. Ni en tant qu'élève, ni en tant que professionnel. Donc moi personnellement, je trouve que c'est une excellente idée. Ben, invitez-nous, on vient. Voilà, moi, par exemple, je reprends l'école centrale que je connais un peu. J'ai un de mes confrères, Laurent Lacoin, je ne sais pas si... donc Laurent Lacoin, qui est un ingénieur ponts et chaussées, qui travaillait chez Bouygues, chez DV, là, à Bordeaux, qui animait à Paris, à Genève-à-l'Abri, je ne sais pas comment ça s'appelle, terme technique, mais pas un atelier, mais un genre travaux pratiques sur la construction, et qui invitait, donc il m'avait invité d'ailleurs à passer une journée à raconter un parcours de chef d'entreprise, ce genre de choses. Mais encore une fois, ça c'est des témoignages et des échanges très intéressants, élèves, monde professionnel, mais on ne m'a jamais demandé, et je ne crois pas qu'on ait demandé à nos organisations professionnelles de donner leur avis en amont sur est-ce que le programme d'une formation génie civil, par exemple, je disais, je ne sais plus à qui je disais tout à l'heure, quand dans mon entreprise on recrutait des conducteurs de travaux issus de l'ISA BTP, on avait beaucoup moins d'échecs, ou beaucoup plus de succès, ça dépend, que quand on recrutait des ingénieurs issus de l'université. Bon. Et je ne crois pas que ça soit parce que l'enseignement de l'ISA BTP est meilleur intrinsèquement, mais je crois que c'est essentiellement parce qu'il y avait cet échange à travers ces stages, etc., qui faisait que plus vite, un ingénieur ISA BTP se rend compte plus vite, et son employeur aussi, de ce pourquoi il est fait ou pas fait. Et donc, alors que le gars qui sort de la fac, qui a eu moins de stages, même si au niveau théorique, il a des connaissances qui sont certainement aussi pointues que l'ISA BTP, lui, il va débarquer sur un chantier, et on a le même problème en médecine. J'ai un fils qui fait l'étude de médecine, il a mis les pieds pour la première fois dans un hôpital, en gros, en deuxième ou troisième année, je ne sais plus. Bon. Donc une année d'études théoriques avec des concours terribles, etc. Après, le gars, il arrive dans un hôpital, première goutte de sang, il tombe dans les pommes. Bon, il se dit, merde, je ne suis pas fait pour ça. Donc ça, on peut c'est un peu le même problème. Il y a des étudiants qui vont débarquer sur des chantiers, ils vont se dire, mais ça m'emmerde, ça ne m'intéresse pas de régler des problèmes de panne de grue, d'engueulade entre un chef de chantier et son chef d'équipe,
de prise de tête entre un architecte et le maître d'ouvrage, tout ça, ça ne m'intéresse pas, ce qui est tout à fait louable. Le problème, c'est qu'il faut qu'ils s'en rendent compte le plus tôt possible. Donc, je dirais que cet échange monde professionnel, monde de l'enseignement, effectivement, plus il interviendra en amont, plus il sera bénéfique. Mais franchement, je crois que les organisations professionnelles sont à votre disposition. On trouvera bien quelques représentants avec les cheveux blancs pour passer quelques heures. Non, juste peut-être pour revenir à vos préoccupations d'intéresser et de créer du lien entre les professionnels et l'université. Enfin, bon, je ne sais pas comment ça marche ailleurs, hein, ou chez vous, mais un exemple très concret, c'est quand même l'ISABTP, où il y a un conseil d'administration avec des professionnels, un conseil de perfectionnement avec des professionnels, et vous commencez à tirer un petit peu les ficelles. Et le patron va intégrer, j'ai besoin d'un vacataire, tu as bien quelqu'un qui est bon dans ce domaine-là, et bien allez, va donner 4 heures de cours, va donner sur de la sécurité ou sur n'importe quoi. Et ça commence comme ça. Donc peut-être au sein de vos institutions, c'est intégrer des gens au départ dans les conseils d'administration, créer des conseils de perfectionnement. Ça ne va pas venir tout seul. Et c'est vrai qu'un chef d'entreprise, et nous, on est pris par notre quotidien, mais moi, je vais parler de mon cas personnel, hein, chaque année au mois de février, on me rappelle un petit peu, je sais que je vais donner des demi-journées à l'ISABTP, et j'y vais de bon cœur, et ça a toujours été quelque chose d'enrichissant, mais on m'aurait posé la question il y a 15 ans, est-ce que tu vas faire de l'enseignement? J'aurais dit non, je ne suis pas du tout fait pour ça. Et finalement, je pense qu'on y trouve notre compte, les étudiants, les professeurs, et moi-même et l'entreprise. Mais ça a démarré de relations de pas grand-chose, au départ avec André Joie de visite de chantier, où on s'est pris au jeu, et voilà. Mais c'est comme ça, il ne faut pas attendre un dogme et une institution, ça sera comme ça, l'année prochaine on fait comme ça. Il faut tirer les fibres. Mais essayez je ne connais pas ce qui se fait ailleurs, mais je trouve qu'à l'ISABTP c'est bien. Peut-être que c'est un exemple à suivre, d'intégrer des professionnels, au moins déjà dans vos institutions. Voilà. On est d'accord là-dessus, mais on arrive toujours à le faire avec des grands groupes, ou alors on peut organiser 2 heures par-ci, 2 heures par-là. Non, mais le sujet est très intéressant. Je sens derrière ça quand même encore. Je sens quand même encore que la relation entreprise, formation supérieure est pas encore, ne glisse pas encore bien, quoi, hein, dans les deux sens. On se connaît, mais bon, on se connaît pas, quoi. C'est un peu ça, non? On se connaît pas. On fonctionne, vous avez vos problématiques, nous on forme des gens, voilà, la rencontre n'est pas assez, la rencontre n'est pas assez importante, on n'est pas assez offensif, nous, enfin alors je sors de l'ISABTP là, hein, on n'est pas assez offensif pour aller dans l'entreprise, pour ouvrir les portes, pour vous dire, bon, on essaye de faire quelque chose. On essaye de faire, je ne sais pas, un chantier pilote, on essaye d'apprendre ensemble quelque chose de nouveau. On ne fait pas assez ça? On ne fait peut-être pas assez, mais en tout cas, pourquoi aujourd'hui les professionnels sont autour de la table du Conseil du perfectionnement de l'ISABTP? Il faut rappeler un peu l'histoire, c'est qu'à un moment donné, l'ISABTP a failli disparaître, parce que la structure ne correspondait pas à ce qu'attendait la CTI à l'époque, et qu'on nous tapait sur les doigts en disant non, il faut vous mettre faut faire une école par apprentissage, tu te souviens? Et à l'époque, c'est les professionnels qui ont dit non, nous on a besoin en Aquitaine d'une école d'ingénieurs très concrète, avec un maximum de présence dans les entreprises, etc. Et en fait, à cette époque-là, on a pris la main. Les professionnels du BTP ont dit, nous, on veut de cette école, aidée par le conseil régional, tout le monde s'est battu pour que cette école, avec le cursus que l'on a aujourd'hui, existe, mais en mettant des professionnels autour de la table, et quand il y a des nouveaux cursus à créer, parce que le besoin par exemple énergétique est un nouveau besoin, eh bien, en accord avec
avec le monde de l'éducation de l'école, on crée une filière dans ce domaine-là. Et ça s'est fait parce qu'il y avait un besoin réciproque. C'est-à-dire que, pour répondre à votre question, si les professionnels ne se mouillent pas, dans votre région, ils ont ce qu'ils méritent. Il faut se parler, quoi, hein, parce que ça ne se fait pas comme ça, quoi, hein. Je voulais juste intervenir aussi sur un sujet que je côtoie aujourd'hui, parce que j'ai une petite boîte où j'ai que des jeunes ingénieurs, mais jeunes, hein, donc ingénieurs et ingénieureux. Je voulais parler de la génération Y. Il ne faut pas se polariser, nous, entreprises, et vous, qui enseignez, sur le fait que, dans ce que l'on a dit tout à l'heure, il n'y a que le plan de carrière qui va fonctionner. Les jeunes qui rentrent dans le monde du travail aujourd'hui n'ont pas les mêmes approches que nous, on avait dans le style un petit peu travail, famille, patrie, quoi, hein. C'est plus tout à fait ça, hein. Et on voit des gens qui viennent pour un projet, ils prennent leur pied sur un projet pendant la durée du projet, et puis à un moment donné, ils sont arrivés au bout du projet, ça les barbe, ça les fait chier, et ils s'en vont. Ils prennent une année sabbatique, ils vont faire le tour du monde, ils vont regarder les chèvres, n'importe quoi, et puis ils reviennent. Ils reviennent, parce qu'en plus, ils reviennent dans les mêmes entreprises, parce qu'ils étaient pas mal, quoi, hein. Et donc, ce que je veux dire, c'est que les entreprises doivent tenir compte de ça. La structure de dire rentre dans mon entreprise, dans cette entreprise, mon garçon, tu vas voir, tu vas faire carrière, tu vas passer toutes les étapes, et puis un jour, tu prendras ma place, c'est plus si évident que ça. Et je pense que les entreprises doivent s'adapter à cet état d'esprit qui est que dans la génération actuelle, le travail n'est pas que la seule chose dans la vie. Moi, je le vis actuellement et je me rends compte que c'est à moi de m'adapter. Complètement d'accord. On a des valeurs ou des fonctionnements qui ressemblent énormément à ceux de nos parents et de nos grands-parents. Mais 5 ans ou 10 ans en dessous de nous, les générations sont déjà extrêmement différentes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, concrètement, ça veut dire qu'un chef d'entreprise qui a à peu près 40 balais, il va devoir vivre pendant 25 ou 30 ans entouré par des gens qui vont être uniformément différents de lui. Uniformément différents de lui. Ce qui est exactement le contraire de ce qui se passait précédemment, hein, exactement le contraire. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une certaine uniformité, alors qu'aujourd'hui, l'uniformité, elle vient par le bas avec des gens qui sont très, très virevoltants. Génération Y, le temps qu'on le dise, la prochaine s'appelle déjà Z, etc. Donc on est déjà sur des cycles extrêmement courts. Et c'est à nous de nous adapter. Ça veut dire également que ce qu'on a à faire, je me répète, on vous propose d'aller dans vos conseils de perfectionnement, mais on vous demande également si vous avez quelques places sur certains cours très efficaces pour qu'on puisse aller puiser ce qui se fait de votre côté pour se mettre à jour. J'ai envie de dire, pas tant pour écouter ce que vous dites dans les parties enseignement, mais pour être à côté, assez tôt, des gens qui vont déformer ou reformer ou donner une nouvelle forme à nos entreprises. Parce qu'aujourd'hui, si on m'avait dit il y a quelques années qu'en rentrant dans mon entreprise, on avait des gens qui venaient avec des horaires très souples que j'accepte, je me suis dit, mais jamais, ça ne correspond pas du tout à mon fonctionnement et à mon éducation, qui travaillent longueur de journée avec des écouteurs et qui pour autant sont efficaces, j'aurais dit, mais jamais, je leur ai arraché les écouteurs des oreilles, etc. Eh bien, pour autant, on rentre dans des entreprises qui ressemblent à ça, c'est bien à nous de nous adapter, parce que sinon on va extrêmement mal vieillir, donc être inefficace. Donc à votre disposition également pour venir dans vos centres de formation, dans vos initiatives, pour regarder comment les choses se passent, parce qu'on a besoin de le faire. Oui, je voulais dire. Donc ça va être peut-être ma conclusion alors. Donc là, je m'adresse surtout aux élèves qu'il y a dans cette salle, je suppose qu'il y en a. Pas beaucoup d'élèves, bon alors que des enseignants. Bon, alors donc les enseignants, vous faites bien de former des élèves, mais il y a des enseignants qui ont l'air tellement jeunes que les enseignants, vous faites bien de former des élèves ingénieurs du bâtiment, parce que j'ai sous les yeux un petit graphe qui a été fait par l'INSEE, perspective de création d'emplois dans le bâtiment dans les 10 prochaines années. Cadre du BTP, 35 000, agents de maîtrise, 35 000 sur la France, et conducteur d'engin, par exemple, création nette, 5 000. Alors qu'on pourrait penser qu'il y a besoin de plus de conducteurs d'engin que de conducteurs de travaux. Eh bien non. Et on va vers un perfectionnement et
une complexification, on s'en rend compte tous les jours, de l'acte de construire, qui fera qu'on a besoin de plus en plus de gens qualifiés dans des métiers du bâtiment qui ont réputation d'être des métiers, on va dire, à faible valeur ajoutée. C'est une erreur. On va vers une augmentation très forte de la complexité de l'acte de construire et on a des gains de productivité colossaux à faire dans ces métiers parce qu'on est resté pendant des années sans progresser. Et ça c'est en même temps, ça mettra les entreprises françaises en avant par rapport à leurs concurrents low cost qu'on peut rencontrer parfois. Ça marche ? Oui. Conclure, on a fait un tour d'horizon assez important. On n'a pas tout vu. Je parlerai d'état d'esprit avant tout. Je ne pense pas qu'on puisse attendre quoi que ce soit d'un décret ou d'une modification globale de l'éducation, d'une réforme de l'éducation nationale. C'est à chacun de nous à se prendre en main. Exactement de la même manière qu'on demande aux étudiants en fait, d'avoir un état d'esprit moins individualiste peut-être qu'auparavant. L'objectif n'est pas l'examen, l'objectif est de s'intégrer dans une entreprise et de voir la valeur ajoutée qu'on peut amener à une entreprise. Mais nous aussi, entrepreneurs et vous, professeurs, je pense qu'il faut regarder, il faut se positionner en valeur ajoutée par rapport à ce qu'on peut amener dans l'enseignement et se prendre en charge individuellement. Ne pas attendre que ça vienne je ne sais où. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Oui, ça entend. Est-ce qu'il y a une dernière remarque ou une observation que quelqu'un veut faire? Sinon, je vais vous remercier. J'aurais eu encore plein de questions à vous poser, mais je vous les poserai au conseil de perfectionnement. Voilà. En tout cas, je retiens qu'il faut toujours être en mouvement et toujours essayer de mieux se connaître. Voilà, merci. Bonne continuation des rencontres et à tout à l'heure.